disparition d'étudiants au Mexique, les proches des 43 apprenants entament une tournée de sensibilisation à travers le pays. Dernier préparatif pour les élections présidentielles en Roumanie dimanche, en ligne de mire pour la victoire du scrutin, Victor Ponta, Premier ministre roumain. Suspension du procès de Karim Wade jusqu'au 1er décembre et remplacement du juge Aliou Ndao, deux faits qui suscitent des interrogations sur les dessous de ce procès. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 aura lieu en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février, a annoncé ce vendredi la Confédération africaine de football qui cherchait une alternative après le retrait de l'organisation au Maroc. La Guinée équatoriale sera directement qualifiée en tant que pays hôte alors que ce pays avait été écarté en juillet dernier des qualifications pour avoir aligné un joueur non éligible en tour préliminaire. Le choix de la Guinée équatoriale, qui avait déjà co-organisé l'épreuve en 2012 avec le Gabon, a été officialisé après une rencontre à Malabo entre le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, et le président de la CAF, Issa Hayatou. Le tirage au sort de la phase finale sera effectué le mercredi 3 décembre prochain. Sur fond de crise de confiance, les familles des 43 étudiants disparus au Mexique ont entamé jeudi une tournée d'une semaine dans le pays pour sensibiliser les Mexicains sur le sort de leurs enfants et dire non à la violence. Une autre forme d'exprimer la colère des parents, très critiques envers les recherches menées par les autorités depuis le 26 septembre dernier. Je lutte parce que je ne veux pas être le 44e. Dehors, Peña Nieto. Et si c'était tes enfants? Ce sont là quelques messages qui se laissent lire sur des pancartes exhibées. Des milliers de gens au Mexique se nourrissent encore d'espoir. Cherchez-les, ils sont vivants, exigeaient toujours jeudi les proches des 43 étudiants disparus dans le sud du Mexique le 16 septembre dernier. Ils ont ainsi entamé une tournée nationale pour sensibiliser la population et faire pression sur les autorités contestant la mort des jeunes gens annoncée par le gouvernement. Aujourd'hui, le but de la caravane est d'unir nos efforts. Nous devons nous rassembler à Mexico le 20 novembre pour manifester et exiger premièrement qu'ils respectent la vie et la sécurité et qu'apparaissent nos étudiants. Nous n'avons aucune certitude que les restes qui ont été récemment retrouvés à Cocula soient les camarades étudiants. Et tant que nous n'en sommes pas sûrs, pour nous, ils sont vivants. Au total, 3 caravanes doivent quitter l'école normale rurale d'Ayotzinapa, où étudiaient les disparus dans l'état de Guerrero, à environ 300 km de la capitale, pour sillonner le pays et sensibiliser la population à leur cause. Peu avant le départ, un demi-millier de personnes vêtues de blanc sont venues soutenir les manifestants qui ont prévu de rallier Mexico le 20 novembre afin de faire pression sur les autorités accusées de n'avoir pas tout fait pour retrouver les disparus. En colère, les familles refusent de se ranger à l'explication officielle donnée par le ministre de la Justice. Une preuve que les autorités mexicaines ont perdu toute crédibilité aux yeux de leurs administrés. Beaucoup de personnes nous soutiennent et nous devons nous aussi aller les informer sur la situation pour qu'ils ne croient pas seulement ce qui a été dit à la télévision. Si on est divisé, le mouvement ne va pas continuer et nous voulons dire à toutes les personnes qu'elles s'unissent à nous. Si elles ont connu les enlèvements, les meurtres ou toute autre chose de mal, qu'elles s'unissent à nous. Une manifestation qui fait suite à de nombreuses autres plus violentes. Mercredi, des enseignants mexicains radicaux ont incendié le Parlement de Guerrero et d'autres bâtiments administratifs. L'affaire jette ainsi une lumière crue sur la collusion des autorités politiques et policières avec le crime organisé. Les jeunes gens comptaient participer le 2 octobre à la traditionnelle marche de commémoration du massacre de 1968, au cours duquel les forces de l'ordre ont tué 300 étudiants. Les 43 garçons étaient âgés entre 18 et 21 ans. Ancien pays communiste toujours miné par la corruption, la Roumanie fait les derniers réglages pour les élections présidentielles de dimanche. Pourtant critiqué pour son double langage sur les valeurs démocratiques, le Premier ministre roumain Victor Ponta semble bien parti pour remporter ses scrutins. Reportage. Dernière ligne droite en Roumanie avant le second tour de l'élection présidentielle du 16 novembre.
La bataille s'annonce serrée entre le Premier ministre social-démocrate Victor Ponta, qui a remporté 40% des voix au premier tour, et le candidat de l'opposition libérale, Klaus Iohannis, qui a obtenu 30%. À Bucarest, dans ce siège de campagne, l'effervescence est à son comble. Ils soutiennent Victor Ponta, devenu il y a 2 ans le plus jeune Premier ministre roumain, à 39 ans. La Roumanie a besoin de prédictibilité économique et afin de l'obtenir, on a besoin de stabilité politique. C'est une chose que l'on n'a pas eue durant ces derniers 10 ans avec l'actuel président. Victor Ponta apportera un grand changement en ce qui concerne la stabilité politique. Nous, les jeunes, avec l'actuel Premier ministre Victor Ponta, nous militons pour que la Roumanie devienne un pays comme d'autres, où de nombreux jeunes ont malheureusement émigré. Ancien procureur, Victor Ponta parle parfaitement l'anglais et le français. Il met en avant ses réalisations économiques, une croissance de 3,5% en 2013, l'une des plus élevées en Europe, même si un ralentissement est annoncé pour cette année. Son engagement à respecter les valeurs européennes a néanmoins été mis en doute après la tentative, très critiquée par Bruxelles et Washington, de destituer son grand rival Traian Băsescu en 2012. Prochain arrêt dans la campagne, la ville natale de Klaus Iohannis, Sibiu, en Transylvanie, où ce membre de la minorité allemande est maire depuis 2000. Il avait bataillé pour que la ville soit désignée capitale européenne de la culture en 2007. La renaissance culturelle à Sibiu, je ne sais pas si elle aurait eu lieu sans le programme Sibiu, capitale culturelle européenne. Je crois que c'est cela qui nous a rendus plus ouverts et nous a permis de voir les bénéfices qu'une ville peut avoir en activant un domaine qui n'était pas si actif avant. Depuis, Sibiu est considéré comme un joyau architectural et la popularité du maire s'est étendue à l'ensemble du pays. Les changements sont spectaculaires. Ici, par exemple, sur la Grand Place, les voitures circulaient, il y avait de l'asphalte. C'était une toute autre ambiance, il n'y avait pas de banc pour s'asseoir. S'il est élu président, cet ancien professeur de physique, âgé de 55 ans, veut en priorité consolider l'état de droit et lutter contre la corruption. Ses adversaires lui reprochent son manque d'expérience, notamment en matière de politique étrangère, et rappellent qu'il est visé par un dossier d'incompatibilité. La Roumanie sera fixée sur son sort dimanche. Même si Victor Ponta est donné favori dans les sondages, les jeux sont loin d'être faits, selon les analystes. Direction le Sénégal, après le limogeage du juge Alioune Dao, procureur de la Cour spéciale sénégalaise en charge du procès Karim Wade, les autorités du pays ont annoncé le report du dit procès. Le remplacement du juge Ndao par Cheikh Tidiane Mara, un magistrat ayant notamment travaillé au tribunal pénal international pour le Rwanda, a amené la presse locale à s'interroger sur les dessous de cette affaire. Pour beaucoup, ce procès initié par le régime du président Macky Sall prend l'allure d'un règlement de compte. Certaines sources informent que le procureur Ndao voulait poursuivre pour enrichissement illicite d'autres personnalités, aujourd'hui proches du pouvoir en place, contre l'avis des autorités. Pour plus de précisions, nous avons joint au téléphone l'ancien député Abou Sané, membre du parti centriste sénégalais. Suivons ici ses explications au téléphone de Joël Arafodi. Pour d'aucuns, c'est un règlement de compte. Pour d'autres, c'est la réédition des comptes, donc c'est une question de lutte contre l'impunité. Tout compte fait. Je sais que nous avons une justice qui, d'un point de vue professionnel, est reconnue comme une justice de qualité. Nous savons aussi que ici, nous avons des avocats de talent. Karim Wade, je le connais, il est en mesure de se défendre pour prouver son innocence. L'État a le droit peut-être aussi faire et de déclencher des poursuites. Maintenant, pour éviter que l'on dise que c'est un procès politique, il faut que l'interpellation puisse s'étendre à toutes les personnes supposées ou toutes les personnes qui ont fait l'objet donc d'une enquête et qui, par moment, ont prouvé leur implication dans une mauvaise gestion. Autrement, on donnera raison à ceux-là qui pensent que c'est un procès politique et donc un règlement de compte. Alors, donc, puisque nous sommes au début du procès, attendons de voir la suite de la liste pour voir quel va être le sort de certaines des autorités qui eux aussi ont été impliqués dans des questions de gestion calamiteuse, telles que par exemple Awan Ndiaye, l'ancien ministre
de la femme qui a été impliquée dans des questions de passation de marché, dans des questions de surfacturation. Donc aujourd'hui, elle a changé de camp, elle est dans le parti du pouvoir et elle a été acceptée. Et on attend de voir parce qu'elle, que ce soit les contrôles internes, c'est pas une affaire de créer, les contrôles internes, tout converge pour prouver carrément qu'elle est impliquée dans une gestion calamiteuse. Alors, si maintenant elle reste impunie, si maintenant elle n'est pas poursuivie, on aura la preuve qu'effectivement, donc c'est une justice sélective. Et cela n'honore ni le pays, ni aussi nos magistrats. Vous ne pensez pas que la justice sénégalaise ne vide pas cette affaire avant les prochaines élections? Cela peut être source de violence au Sénégal. Bon, tout est possible. Bon, parce que quand vous interpellez les professionnels de la justice, ils vous disent que eux, ils ont leur temps. Leur temps n'est pas le temps des politiques. Donc, ils travaillent en fonction de leur rythme et en fonction de l'évolution de leur dossier. Je me rends compte que de plus en plus, même que ça se complique, parce que quand vous avez Bibo Bourgi, qui est considéré comme étant un élément clé du dispositif, or, dans la presse, j'ai vu que les avocats de Bourgi ont demandé une prolongation de son séjour médical d'un mois supplémentaire. Donc, imaginez ce que ça peut faire. Bon, vous savez que dans ce cas d'affaires, les témoignages, certains témoignages sont importants, capitales. C'est le cas avec Bourgi. Donc, sans Bourgi, tel que je l'apprécie, le procès va marquer le pas. Et c'est pourquoi je dis encore une fois que personne ne peut encore une fois se faire une idée par rapport à la période à laquelle ce procès prendra fin. Tout compte fait, c'est moins de temps que ça va prendre, ce qui est important, plutôt que tout puisse se passer, n'est-ce pas, dans l'équité, dans la justice et dans l'objectivité. Voilà, Monsieur Aboussane, je vous remercie. Merci, à mon tour. Le dernier livre du journaliste français Pierre Péan, Nouvelles Affaires africaines, continue de faire des émules au Gabon. Hier, l'opposition est descendue dans la rue pour aller déposer au palais de justice une plainte au sujet de l'acte de naissance contesté du président Ali Bongo Ondimba. La manifestation annoncée pour être pacifique a tourné en échauffourée. Reportage. Ali Bongo Ondimba, l'actuel chef d'État gabonais, est-il le fils naturel de son père? C'est la grosse interrogation qui a motivé cette mobilisation de l'opposition. Mobilisation ayant connu la participation de plusieurs ténors de l'opposition, dont Jean Ping, ancien secrétaire général de l'Union africaine, Jean Eyege Ngong, ex-premier ministre du défunt président Omar Bongo. Dans une discipline de groupe, le cortège allait déposer plainte au tribunal au sujet de l'acte de naissance à polémique. Mais faute d'autorisation, les manifestants se sont retrouvés nez à nez avec les forces de l'ordre. La manifestation a alors tourné court. Nous avions entrepris une marche pacifique, courte, pour venir déposer une plainte. Et nous avons prévenu tout le monde que cette marche serait pacifique. Et nous avons rencontré en face la violence. Jets de pierre et gaz lacrymogène ont certes émaillé la manifestation, mais pas d'interpellation ni de blessés. Tel un effet de boule de neige, Nouvelle Affaire africaine, le dernier livre du journaliste français Pierre Péan, faisant entre autres mention de ce que Ali Bongo serait un enfant nigérian adopté pendant la guerre du Biafra à la fin des années 60 et donc un fils illégitime, fait souffler un vent de mécontentement et de révolte générale. Il paraît qu'il n'est pas gabonais. On veut savoir avoir la preuve palpable. On veut seulement déposer une plainte. Mais quand on marche, nous, on nous fout la merde. On nous bombarde avec bombes lacrymogènes. On nous tape dessus. Ils roulent même leur camion sur nous. Arrêtons ça. Le principal but de la marche sera toutefois atteint. Une délégation d'opposants a été autorisée à se rendre au palais de justice pour y déposer la plainte en question au greffe de l'état civil. Bel et bien déposer la plainte. Mais nous devons vous dire que nous sommes choqués. Dans la foulée, l'État gabonais a porté plainte en France contre le journaliste pour ses propos qualifiés de gravement diffamatoires et totalement faux. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sika.